Aujourd'hui, dans la presse, à la télévision ou sur Internet, les actualités sportives nous accompagnent quotidiennement, que l'on soit sportif ou non. Cela fait partie d'un environnement qui nous semble tout naturel. Mais cela n'a pas toujours été ainsi. En France, le sport, c'est une histoire qui n'a que 150 ans, une histoire que peu d'entre nous connaissent. De tout temps, on aurait fait du sport même sans le savoir, puisque le mot n'existait pas. Le mot sport, qui est d'apparence anglaise, tient son origine dans un mot français, de l'ancien français, des sport, qui aujourd'hui pourrait se traduire par le mot divertissement. Donc ça renvoie bien à cette idée qu'au départ, le sport est avant tout une activité de loisir, une activité de distraction plutôt qu'une activité purement physique avec ce côté santé publique ou bien-être qu'on connaît aujourd'hui. Autrefois, les passe-temps en apparence inoffensifs, comme le jeu de balle appelé la soule, sont particulièrement violents et sans règles bien définies. Les jeux de village s'apparentent plutôt à une activité purement distractive, renvoie aussi à l'idée de confrontation entre paroisses ou entre groupes de jeunes, mais de mon point de vue, ce n'est absolument pas assimilable au sport tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est au milieu du XIXe siècle, dans les collèges anglais, que se met en place une réglementation qui avait pour but de réglementer les jeux traditionnels. En Angleterre, le football et le tennis étaient, à leur début, pratiqués par des étudiants et les membres de la haute et moyenne bourgeoisie. Et faire du sport au XIXe siècle, c'est s'identifier à une forme de distinction et de modernité. Lorsque le sport moderne s'introduit en France, la plupart des activités pratiquées proviennent d'Angleterre. Le football, le rugby, l'athlétisme, l'aviron ou le tennis. L'origine du sport moderne, là aussi en France comme en Bretagne, comme dans le Morbihan, est d'abord une affaire de spécialistes, de gens qui à la fois ont de l'argent et du temps, donc c'est-à-dire plutôt des gens de catégorie très supérieure. Le tennis, qui est un autre sport qui apparaît un peu plus tardivement dans le Morbihan, c'est-à-dire dans les années 1890 à peu près, n'est clairement pas au départ un sport au sens où on le connaît aujourd'hui, puisqu'il suffit de voir là où il se pratique et la tenue avec laquelle on joue au tennis pour évidemment constater qu'il s'agit là aussi plutôt d'une activité de divertissement où se retrouvent les gens de bonne famille. Les courses hippiques, en effet, qui sont plus d'ailleurs un lieu pour se montrer que pour faire du sport. C'est-à-dire qu'aux courses hippiques, on rencontre la bonne société, du curé au maire, aux députés, qui sont forcément toujours présents là. Les femmes mettent leurs plus belles tenues, les hommes leurs plus beaux chapeaux, viennent avec leurs plus belles charrettes. Au début du XXe siècle en France, la durée moyenne journalière de travail est de 12 heures. Le sport est donc une pratique qui exclut les classes populaires, faute de temps libre. Le sport continuera encore pendant plusieurs décennies à s'affirmer comme un instrument de différenciation des catégories sociales. Jouer au football, au rugby ou au tennis, aller à bicyclette ou en automobile sont des façons de démontrer son appartenance à la bourgeoisie et à l'élite. Le modèle anglais est un modèle sociétal avant tout, dont le sport est une des parties tout simplement. Donc ça finit par imprégner les couches les plus hautes de la société avant de se déployer comme beaucoup d'autres choses d'ailleurs dans les classes les plus populaires au fur et à mesure que le temps passe. À partir des années 1850, 1870, 80, apparaît le sport sous sa forme moderne,
qui est très lié à la notion de performance, à la notion de règles, à la notion de compétition, de record, de pari. Les exercices pratiqués dans les écoles et dans l'armée sont déjà organisés sous forme de gymnastique quand le sport commence à s'installer en France à partir des années 1880. Dans les années 1870, après la défaite face aux Allemands, sur l'ensemble du territoire, des sociétés de gymnastique et de tir furent fondées, dont l'intention avouée était de rendre inviolable le sol de la patrie. Il se passe un tournant majeur dans les années 1870, ou en 1870 plus exactement, avec la défaite cuisante de la France face à la Prusse. Défaite qui est mise sur le compte de l'impréparation de nos troupes militaires par rapport aux troupes prussiennes qui pratiquent le sport à haute dose depuis beaucoup plus longtemps que nous, pauvres Français. Et donc le gouvernement français, très vite, dès cette période-là, dès les années 1870, se dit qu'il faut préparer la revanche et que le meilleur moyen pour cela est de massivement investir sur le sport à l'école pour former nos futurs soldats. Et c'est à cette période-là que la gymnastique va devenir obligatoire dans toutes les écoles de France, et donc de Bretagne et donc du Morbihan. Le football atteint Le Havre en 1872. Il est à Paris en 1888. Dès la création du football par les Anglais, donc, je parle là du 19e siècle, très rapidement, il y a eu beaucoup de spectateurs. Avant 1900, il y a des matchs Angleterre-Écosse de 80 000 personnes. Le foot arrive en Bretagne, dans le Morbihan, dans les années 1890 à peu près, au sein, comme en Angleterre, des collèges. Le premier club de foot morbihanais est créé au sein du collège Jules Simon à Vannes. Très vite, il en est de même à Josselin, dans le centre du Morbihan, et puis à Lorient. Et donc c'est bien par les établissements scolaires que le football arrive. On peut aussi noter l'apparition de l'aéronautique dans les années 1910 à peu près, avec les premiers meetings aériens qui apparaissent dans le département, où là évidemment on a affaire à des gens de la plus haute bourgeoisie, qui d'ailleurs ne sont pour la plupart pas bretons, qui viennent faire des exhibitions ici dans le département. Il y a un sport à cheval entre un sport d'élite et un sport de masse, c'est le cyclisme, qui, je dirais, commence à se développer péniblement, très péniblement dans les années 1870-1880 dans le Morbihan. Le train de l'époque allait à environ 25 km/h. Donc c'est vous dire à quel point le vélo apparaît comme quelque chose d'absolument incroyable à l'époque. C'est des fous du volant avant l'heure. Il faut savoir qu'en effet, jusqu'alors, on se déplaçait qu'à cheval ou qu'à pied. Et donc 25 km/h, c'était quelque chose de tout à fait étonnant. Avec notamment l'arrivée du Tour de France et son apparition dans le Morbihan, son incursion pour la première fois en 1906 dans le Morbihan, là le vélo va passer une dimension tout à fait différente et devenir un sport populaire. Alors, pas en termes de pratique, mais en termes d'audience.
Le sport, au départ, c'est quelque chose de vécu comme assez païen, vécu assez négativement par le clergé, puisqu'évidemment, il s'agit de montrer le corps, de se dévêtir d'ailleurs parfois pour pratiquer du sport. Et évidemment, c'est assez éloigné des conceptions du clergé de l'époque. Le problème va se poser très rapidement au clergé de savoir comment récupérer la jeunesse qui manifestement est extrêmement attirée par la pratique du sport. Les clubs sportifs laïcs vont très vite grossir. La conception catholique du sport en fera un instrument de conquête chrétienne de la société au début du XXe siècle et un prolongement de l'éducation religieuse. C'est en 1903 qu'est fondée la Fédération gymnique et sportive des patronages de France, estimant que sans une telle organisation, les jeunes se seraient tournés vers les associations non confessionnelles et auraient déserté les paroisses. Dans cette perspective, le sport devait insuffler aux jeunes catholiques un dynamisme et un esprit neuf. À cette période-là, donc on est aux alentours de 1906-1907, eh bien l'évêque de Vannes enjoint l'ensemble des curés du département à développer des pratiques sportives au sein des patronages catholiques. Aucune structure de loisirs collectifs n'existe à Caudan-Lanester avant que l'abbé Queyran, sous la houlette de la famille du Plessis, ne crée le patronage de Saint-Guénaël en 1903. Le fondateur, c'est l'abbé Queyran. Au départ, oui. Donc ça s'appelait le patronage Saint-Guénaël. Oui, mais ça, c'était en 1903. 1903, oui, j'ai bien dit. Donc en 1906, c'est l'abbé Le Gentil qui a créé les Enfants du Plessis. Le départ des Enfants du Plessis a été une donation qui a été faite par Madame Goulian, qui avait donc partagé son bien, enfin donné son bien, une partie aux Enfants du Plessis, une partie à l'Église et une partie aux écoles. Monseigneur Gouraud était particulièrement bienveillant à l'égard de cette œuvre de pénétration censée fournir l'arme religieuse, sociale et politique dans la lutte contre la subversion socialiste à Lanester. Héritière du patronage, la Société des Enfants du Plessis, dont l'encadrement est paroissial, verra le jour en 1910 au chantier. Les présidents, c'était des laïcs. Il y avait toujours un directeur, un prêtre, mais il y avait le président, c'était un laïc. Le bureau des Enfants du Plessis a comme président un ouvrier de l'Arsenal, mais c'est surtout le milieu agricole qui est particulièrement bien représenté. La campagne lanestérienne de Saint-Guénaël, de Penmanet ou de Locunel fournira les cadres et les adhérents des Enfants du Plessis. C'est dans la cour de la ferme de François Stéphan que les premiers sportifs s'entraîneront aux agrès. Très rapidement, la famille Mauduit du Plessis assurera le soutien logistique. Monsieur de la Monneraye, successeur de la famille du Plessis, accueillera en 1920 les Enfants du Plessis. Un niveau de gymnastique, d'athlétisme. Il y avait les barres fixes, barres parallèles, le lancer de javelot, lancer du poids, les mouvements d'ensemble. C'était vraiment une fête, mais féerique. Monseigneur Gouraud écrira dans sa lettre pastorale sur l'éducation de la jeunesse « Le patronage permet aux prêtres de maintenir les jeunes gens sous une surveillance entière et habituelle. » Avec l'introduction dans divers pays du service militaire obligatoire, du progrès de la législation du travail des enfants et de la naissance des associations de jeunesse, le sport prend une importance de tout premier plan. Très très vite, on va rentrer dans une confrontation entre patronage catholique et patronage laïque
qui va se caractériser notamment au travers de rassemblements de gymnastique à qui ferait le mieux et le plus grand. Donc c'est là où apparaissent à Vannes, à Lorient, ailleurs, des rassemblements de plusieurs milliers, parfois plus de 10 000 jeunes. Les partis politiques, les mouvements d'opinion voient très tôt dans le sport un instrument permettant l'adhésion des jeunes. Les critiques de la gauche de l'époque visaient tout particulièrement la gymnastique à cause de sa forte empreinte nationaliste et militariste. On craignait que le sport fût pour la jeunesse l'occasion d'une promiscuité fâcheuse avec les mœurs bourgeoises, mais surtout que la gymnastique alimente des sentiments contraires aux idéaux pacifistes et antimilitaristes que le socialisme de l'époque diffusait par l'intermédiaire des mouvements de jeunesse. Il y a des mouvements politiques sportifs, je pense notamment à la Nester, à l'USO, l'Union sportive ouvrière. Je pense aussi à Lorient, à tout simplement le FC Lorient, qui est au départ ni plus ni moins que, d'ailleurs c'était son premier nom, la Marée sportive, qui est un club de marieurs, créé par Madame Cuissard. Ce fut la crainte de voir la passion des jeunes pour les sports se diriger vers des organisations cléricales ou bourgeoises qui favorisa la mise en place de mouvements sportifs ouvriers. Va naître cet esprit de corporatisme, évidemment, qui va apparaître. Alors, qui n'est pas forcément très marqué dans le Morbihan, hormis dans certaines communes de tradition très ouvrière, très industrielle ensuite, comme la région de Lorient, en effet, la Nester, Caudan, Vannes aussi un petit peu. Il faut attendre 1907 pour que soit fondée l'Union sportive du Parti socialiste français. L'Avenir Caudanais, société laïque, paraît justement au journal officiel en 1907, sous l'impulsion des radicaux socialistes de Querrentré. Le président d'honneur se nomme Paul Guès, député radical socialiste. Le président de l'Avenir Caudanais, M. Simon, est instituteur public à la Nester. M. Le Goff et M. Urvois sont vice-présidents. M. Urvois est également président du comité radical socialiste de Condom-la-Nester. L'armée prêtera le concours de ses propres formateurs. Sur la demande du préfet, le chef d'escadron Chassin de Kergomo confirmera en 1921 l'aide logistique qu'apportera le sergent Fougac, moniteur à l'Arsenal à l'Avenir Caudanais. La protection préfectorale n'était pas innocente de motifs politiques. Alors que les enfants du Plessis se voyaient rejetés pour leurs opinions anti-républicaines, l'Avenir Caudanais sera loué et gratifié en raison de son soutien à la République. Mais que l'on ne s'y trompe pas, l'affrontement de ces deux pôles d'encadrement de la jeunesse lanestérienne se déroulera sous le regard d'une majorité d'indifférents. Les effectifs révèlent le peu d'attrait qu'elles ont sur la commune. Les enfants du Plessis ont 73 membres en 1913, l'Avenir Caudanais 80 membres en 1917. En 1930, l'Avenir Caudanais modifie ses statuts pour devenir l'Union sportive ouvrière de la Nester. Le mouvement laïque se débarrasse de sa connotation militaire pour devenir le foyer laïque en 1931. Le foyer laïque est entre les mains des socialistes dans le quartier de Querrentré, avec pour personnalité fondatrice M. Crène, directeur de l'école publique de Querrentré. Les responsables de cette association appartiennent pour la plupart au Parti socialiste. Il y avait une salle qui était à l'entrée du foyer, là où est l'entrée du foyer à l'heure actuelle. On rentrait là, c'était la salle de gymnastique, tout de suite. Mais avant qu'elle soit la salle de gymnastique, c'était un chai, parce que c'était un marchand de vin qui était là, Monsieur Brognier. Connu. Ah.
Ouais, oui, t'es jeune, toi. Bah oui, bien. Monsieur Brunier, il avait un vin Memestra. Ah oui. Ça s'appelait comme ça. Oui, puis il y a eu le café après Memestra. Et quand on a commencé à aller au foyer, ça sentait encore pinard dans certains coins. Il y avait encore des fûts, des petits fûts. La rue de la République, c'était déjà le secteur de l'esprit du Plessis. Les enfants allaient aux enfants du Plessis, tandis qu'ici, c'était le foyer laïque. Et il y avait un petit peu, pas une rivalité, parce que c'était pas du tout les mêmes activités, hein. Enfin, pas au début, toujours après, oui, mais vous savez comment que c'était les laïcs et les curés, quoi, c'était ça, quoi, hein. En 1934, Albert Lebaille, ouvrier chaudronnier à Lorient, secrétaire du Parti communiste sur le plan local, choisit le quartier des Chantiers pour installer l'Union sportive ouvrière de Lanester, société de football, conçue pour faire face au puissant foyer laïque à Quay-Rentré. Pour qui travaille à l'Arsenal et habite à Lanester, fréquente les cafés, les terrains de sport, les lieux de fête, c'est se prendre dans la toile des militants de gauche pour diriger, gérer, impulser toutes les activités proposées. Dans les années 1930, le sport passe à l'état adulte. Le temps d'un demi-siècle a fait du sport un phénomène répandu et populaire dans le monde entier. Mais le sport auprès des classes populaires est en premier lieu perçu le plus souvent comme un spectacle. La vie associative qui rayonne à Lanester aujourd'hui germe dans les années 30. Cette éclosion doit être toujours replacée dans le contexte de l'époque. Le Front populaire instaure les premiers congés payés en 1936. Léo Lagrange, le sous-secrétaire d'État aux loisirs et aux sports du Front populaire, entreprend de populariser les loisirs de plein air et la pratique des sports. Des perspectives nouvelles s'ouvrent pour les classes populaires. Bien au-delà des congés payés et l'élargissement des droits du travail, la conquête se mesure à l'immense libération des ressources dont les ouvriers étaient privés. Disposer d'un temps pour vivre ne devient plus un privilège réservé à la bourgeoisie. Le Front populaire, incontestablement, va mettre un coup d'accélérateur, va donner un coup d'accélérateur extrêmement fort au développement du sport, puisque le Front populaire, ce n'est pas une période qui a duré extrêmement longtemps, et pourtant, il ne s'est jamais créé autant d'équipements sportifs que sous le Front populaire. Sauf erreur de ma part, il s'est créé en France un équipement sportif par jour sous le Front populaire, ce qui signifie bien qu'on est rentré dans une dimension politique publique extrêmement forte. C'est en effet à peu près dans cette période des années 30 aussi qu'apparaissent les premiers terrains de sport véritablement en Bretagne. Avant, on joue au football, on joue au football dans des champs qui parfois sont labourés, et quand on arrive le matin pour jouer au foot, on s'aperçoit que c'est plus possible, on doit y renoncer. Avec le foyer laïque, les enfants du Plessis, l'Union sportive ouvrière de Lanester et la boule lannestérienne créée en 1934, nous avons l'ensemble des activités sportives et culturelles de la ville avant la guerre 39-45. Les équipements se résument au champ de ballon à la Grande Lande pour les enfants du Plessis, au stade de Keraliguin pour l'Usole et au terrain d'athlétisme de basket à Pindref pour le foyer laïque. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, le sport moderne est en construction. On développe, on incite aux pratiques, le sport féminin apparaît, et surtout le sport se démocratise très fortement, et les activités sportives se diversifient. Je dirais que tout est joué, quasiment tout est joué en 1939.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Lanester est détruite à 80%. Dans le quartier de Quai-Rentrée et des Chantiers, de nombreuses maisons ont été détruites lors des bombardements de 1943. Le terrain de foot de Keraliguin, ayant été réquisitionné d'abord par les Allemands pour leurs ballons captifs puis pour recevoir une cité de baraques, le maire, Jean Maurice, va entreprendre avec l'aide de bénévoles la construction d'un nouveau stade sur l'espace marécageux du Scar. Une grande partie des déchets des maisons détruites vont servir à combler le marais pour en faire un stade qui prendra le nom de Albert et Louis Lebaille, 2 résistants communistes morts en 1943. Les anciens ont décidé de construire un stade, enfin au moins un terrain pour jouer au football. Ils ont commencé, je me rappelle, il y avait des camions qui venaient, il y avait des rails qui avaient été empruntés, des petits wagonnets, c'était mis là-dedans pour pouvoir envoyer ça suffisamment loin, baigner ça dans les roseaux, et puis enfin quelquefois, le nombre de wagonnets qui étaient mis, quelquefois s'il y avait un trou de bombe en face, tout disparaissait et on se demandait quand est-ce que ça allait. Et cette grande salle, la salle était très municipale. Grande. Alors dans la salle, ils avaient mis une table de ping-pong, c'était avec les joueurs de football, moi j'ai appris à jouer au ping-pong, c'était une ambiance formidable. Et si vous voulez, il n'y avait pas de vestiaire à l'époque, les joueurs se changeaient dans la grande salle. Il faut savoir quand même qu'à l'époque, c'était quand même le sport le plus pratiqué, il n'y avait pas toute la multiplicité des activités possibles aujourd'hui pour les jeunes. Le football, il a cette particularité, c'est que il était appelé the simplest play, le jeu le plus simple. D'autres sports sont plus complexes. Et en plus, s'il est autant pratiqué dans le monde, c'est parce que le football, les conditions pour y participer sont très simples. Il faut 2 poteaux, 2 bouts de bois, il faut un filet si possible, un ballon, et avec des règles très simples, avec des conditions de jeu qui ne coûtent pas cher, qui ne sont pas onéreuses. Donc ça explique que cet engouement pour le football. On a l'impression aujourd'hui que dans chaque papa qui accompagne son enfant, il voit un Zidane ou il voit un Benzema ou... Le spectateur de football vit les émotions sur le terrain. Le premier champ de ballon était derrière où était le docteur Paris. Ah oui, d'accord. C'était un terrain en pont, je ne sais pas comment ils arrivaient à jouer là-dessus. Au lendemain de la guerre, au quartier du Plessis, si l'église est à reconstruire, le local des enfants du Plessis est utilisable. Il va servir de salle d'entraînement pour la gymnastique. Je suis aux enfants du Plessis depuis 1947. J'ai commencé aux enfants du Plessis en 49, fin 48, début 49, en tant que gymnaste. Je suis arrivé en 1975 en tant que parent de gymnaste. C'était du sable, bac de sable, et tous les agrès étaient là, dans cette salle-là. Les anneaux, les barres fixes, barres parallèles. Les garçons faisaient de la gymnastique ici, et nous étions relégués dans le grenier de l'école Saint-Henri. En 1946, les pionniers du foyer laïque de 1931, revenus avec les bagages de l'expérience, remettent tout sur pied. Après l'élection des communistes à la direction municipale, le foyer laïque redevient la courroie de transmission du Parti socialiste, ce qu'il était depuis sa naissance en 1931. Aucun communiste n'en fait partie.
l'Annester était coupé quasiment en deux entre les chantiers qui rentraient, quoi. Effectivement, aux Enfants du Plessis, j'aurais pu y aller, mais bon, attiré par des collègues, j'étais venu au foyer, et je suis au foyer depuis 1954. En démarrant dans la vieille baraque du Stade Ferrand-Vendôme, qui était avec, sous la barre fixe, il y avait de la fosse à sable et tout. Le saut de cheval, on sortait dans la cour dimanche matin avec le tremplin élastique, c'était quelque chose d'assez folklorique. J'ai démarré le basket en compétition en minime, parce qu'il n'y avait pas de catégorie benjamine avant, ça a commencé en minime à ce moment-là, en 1957 je crois, mais notre terrain de jeu c'était le terrain de basket et avant même le terrain en terre battue qui était là où sont les garages maintenant du foyer laïque. On avait une fanfare, on faisait les fêtes au Château du Diable bien sûr, parce que ça faisait partie de l'Annester, on faisait toutes les kermesses. Ah bah, il y avait du catch au foyer. Il y avait une section de catch ici plus haut. Dans les, oui, il y avait des bons, ouais. Un champion d'Europe. Je crois d'ailleurs qu'un des voisins, là, le peintre Mintec, je crois, était catcheur. Il était catcheur et il y a eu une bonne section de catch. Et donc il se produisait à la fête du foyer, en même temps que certaines vedettes du showbiz. Francis Lemarque venait chanter, Lily Fayol. Bon. Parce qu'il fallait aller défiler le dimanche dans les petits bleds à côté, comme Calan, Lanvaudan, pour les fêtes des écoles publiques, quoi. Parce que là, il y avait la guerre qui était très, très laïque et cléricaux. Hein. On a toujours été effectivement un esprit laïque, un esprit donc près des écoles publiques. Bon, il y avait effectivement quelquefois l'espèce de lien avec la religion ou les écoles qui faisaient discussion, mais pas de bagarre. J'ai jamais perçu de bagarre à ce niveau-là. C'était pas la même fédération, voilà. Et puis non, le foyer laïque et nous, ça n'allait pas. Hein. C'était pas. C'est tout à C'était pas les mêmes sports non plus. Ici, il n'y avait pas de basket, donc on n'avait pas lieu d'avoir des rencontres avec eux. Avec la division des tâches, la femme au foyer et l'homme à l'usine, de multiples domaines d'activité sont structurés à partir des relations familiales et des relations de travail. La mise à l'écart des femmes dans le sport était le résultat d'un accord assez largement partagé sur la définition de la féminité. Dans les luttes pour changer le statut des femmes, le monde sportif se présentait souvent comme une poche de résistance, protégeant des formes de culture très masculines. Le sport féminin ne va apparaître qu'après la Première Guerre mondiale. C'est très lié aussi à ce qui s'est passé pendant cette Première Guerre mondiale. Et finalement, la première manifestation de l'émancipation féminine, puisque les hommes étant pour une grande majorité d'entre eux partis au combat pendant la Première Guerre mondiale et les femmes accédant pour l'essentiel d'entre elles à l'emploi, je dirais, pour la première fois en dehors de leur foyer, à l'usine notamment, eh bien ces femmes vont commencer à s'intéresser aussi au sport. La première société sportive féminine, c'est à Caudan qu'on l'observe dès 1919, hein, avec effectivement quelques femmes qui commencent à pratiquer le sport et très vite dans les années suivantes, toujours dans la région lorientaise, le sport se développe. Au départ aussi, il y avait eu un petit groupe qui s'était formé au pont par rapport à Mademoiselle Le Carrère. Et quand ici a été créée cette petite association-là par rapport à Simone Philippe, ceux du pont sont venus ici parce que nous étions plus nombreux. Et après, alors c'est là que ça s'est formé, l'éveil du Plessis.
On était bien une cinquantaine, hein. Parce qu'entre les petits et après les plus grands aidaient les monitrices à gérer quoi. Il y a beaucoup de jeunes filles qui font de la gymnastique parce que c'est souplesse, c'est la souplesse, c'est gracieux, voilà, ça reste un sport qui attire les jeunes filles. En tant que maman, j'avais eu envie de faire des sports qui n'étaient pas ouverts au public féminin et j'ai simplement demandé à mes enfants et notamment à ma fille, qu'est-ce que tu veux pratiquer comme sport ? Et on était beaucoup plus ouverts. Je pense que c'est les parents qui ont amené les premiers leurs filles à pratiquer le sport qu'ils avaient envie de faire. La place de la femme dans la course à pied a eu du mal à venir. Parce que je ne sais pas, peut-être l'ancien temps, la femme reste à la maison, la femme s'occupe des enfants. Donc maintenant on vit avec son temps. Maintenant les femmes justement participent à beaucoup de choses. Surtout dans le sport. Hein. C'est aux femmes de prendre leur place et je pense que les gars sont machos dans quelques paroles, mais dans les actes, il y a beaucoup on voit même actuellement au niveau des comités régionaux et autres, beaucoup de femmes qui sont présidentes de ligue. Hein. En 1967, qui a couru un marathon, qui s'était fait arrêter pendant le marathon et tous les hommes avaient... Enfin, on voulait l'arrêter pour pas qu'elle court. J'étais, comment dire, dubitatif quand j'ai vu les premières équipes féminines. Moi-même, je vais le dire carrément, je pensais que c'était un aimable jeu de babal. Hein. Et en fait, je m'aperçois de plus en plus que ces femmes jouent... ont du physique, ont un sens tactique, ont une belle technique. Vous verrez donc peut-être 50 ou 60 personnes, vous aurez plus d'un tiers de femmes à pratiquer un sport de combat mélangé avec les hommes. Pas une section spécifique femmes, mélangée. Et donc ils pratiquent tous ensemble, avec des environnements sociaux très différents. En 1950, Madame Bozek et Marcel Mars, anciens marins-pompiers et grands sportifs, seront recrutés par la municipalité pour assurer des cours de gymnastique dans les 4 écoles publiques de Lanester. Il n'a pas de diplôme de professeur de sport. Sa formation est militaire avec les bataillons de Joinville, où il a exercé pas mal de sports. Il a fait de la boxe, il a fait du rugby. Entre 64 et 70, il tournait dans les 4 écoles. Donc il y avait du sport une fois par semaine. On faisait du foot, beaucoup d'athlétisme, monter à la corde, ballon prisonnier. Le lundi, même qu'on faisait, c'était quand même un système assez militaire. Il fallait faire les mouvements. Mais ça, c'est un programme, je voyais... Moi, je m'occupais, j'ai toujours vu faire ça. Il avait des feuilles, je ne sais pas comment il les avait. Que même à la fête des écoles, je me souviens encore que la gymnastique participait. J'étais pris par M. Mars, qui était moniteur à l'école. Pour faire le lundi, le mouvement d'ensemble, j'étais sur l'estrade, à montrer à tout le monde. J'étais quelqu'un de très, très sportif à l'époque, très agile. Les gens, quand on travaille avec lui, ils me parlent toujours son sifflet, puis des coups de sifflet pour ceux qui ne marchaient pas dans les rangs.
L'idée que la pratique d'une activité physique est bénéfique connaît un regain de vigueur dans les années 60 et 70. L'avènement d'une société de consommation, une société de loisirs, une société où le bien-être, la santé publique sont des préoccupations majeures. Années 60, a fortiori années 70, le sport se déploie d'une manière totale sur le département, dans toutes les familles en effet. On est très loin des préoccupations hygiénistes des années 10-20, où on commence toutefois à penser que le sport apporte des bienfaits pour le corps. La thèse que le sport, comme d'autres formes de passe-temps, offre une échappée en dehors des contraintes de la vie de travail est devenue une évidence pour la majorité. À Lanester, dans les années 60, la reconstruction tire à sa fin, même s'il reste encore quelques cités de baraques. Nous sommes dans la période des 30 Glorieuses, une période qui va entraîner des changements dans le quotidien des familles lanestériennes. Progressivement, c'est la société de consommation et des loisirs qui s'impose. La part des dépenses pour la nourriture, jusqu'alors premier poste de dépenses dans les familles, commence à diminuer au profit des dépenses pour les loisirs. La scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans va favoriser les pratiques sportives. Alors que les filles s'inscrivent majoritairement à l'école de danse, les garçons s'inscrivent au club de foot, à la gymnastique ou au basket. Dans les équipes de sport collectif, on est ensemble, on va jouer contre. Mais même si on joue contre, après le match, on est ensemble quand même. Parce que c'est des gens qu'on arrive à connaître, des copains, on joue contre eux. Et donc le lien social, parce que dans une équipe aussi, elle est composée de différentes catégories socio-professionnelles. Dans notre équipe, il y avait des gens de l'Arsenal, de l'enseignement, un architecte, peut-être des chômeurs, des marins. Donc un tissu social diversifié. Le tennis de table avait une très très bonne équipe. Et faisait des compétitions et il faisait des régionaux aussi, des concours. Non, les enfants du Plessis étaient connus aussi pour le tennis de table. Le nombre d'habitants à Lanester augmente rapidement, passant de 11 000 habitants en 1954 à 21 000 en 1970. Conséquence directe, s'ouvrent à Lanester 2 collèges, en 1965 et en 1969, et un collège d'enseignement technique en 1967. Devant la pression des associations sportives, la municipalité de Lanester va construire des gymnases. Le premier ouvre en 1969, suivra la construction de 2 autres en 1975 et en 1980. Parallèlement, l'aménagement de lieux d'entraînement en plein air pour le handball, le basket et le tennis verront également le jour. Le déplacement du stade du centre-ville vers l'Aucunel en 1979 est une étape importante dans l'histoire du sport à Lanester. En 1964, la municipalité crée l'Office municipal des sports qui aura au début pour principale mission de coordonner l'utilisation des équipements sportifs entre les associations lanestériennes et les établissements scolaires. À l'OMS, être présidente de l'OMS, c'est avant tout effectivement veiller à l'équité entre tous les sports. Et donc effectivement avoir une vue globale de la pratique et savoir effectivement reconnaître tous les besoins de toutes les associations et de ne pas en mettre une plus en valeur que les autres. Parce que c'est beaucoup moins compliqué pour la municipalité d'avoir des relations avec une association type Office municipal des sports
où elle a l'intégralité des représentants du sport qui sont là. Et c'est pas une négociation qui se fait dans les bureaux, ça prend moins de temps. C'est plus équitable parce que l'OMS ne distribue pas de subventions, mais elle est là pour mettre des critères en place. C'est-à-dire qu'on travaille tous ensemble, le monde sportif travaille tous ensemble pour définir des critères. Alors parfois on est gagnant dans sa pratique, parfois on est perdant. Mais en finalité, on a des critères qui peuvent être appliqués à tout le monde. C'est vrai que l'OMS a eu un rôle intéressant par rapport à la planification de l'évolution des équipements, des aides à apporter justement quelque chose d'harmonieux, d'une harmonie un petit peu, puis de respect de tout le monde. Du fait que la ville a tous les équipements, quasiment, et ça a été dénoncé, moi je sais que j'ai mal vécu pendant ma présidence, qu'on nous dise que pourquoi on avait des choses en propre à défendre, alors que c'est la motivation première qu'on peut avoir quand on a quelque chose à soi, dans l'intérêt général bien sûr. Mais quand on est tributaire de quelqu'un, quelle que soit la municipalité, si elle change de casquette, comme on dit vulgairement, on se retrouve avec des fonctionnements qui peuvent être gênants à assumer. L'OMS, c'est eux qui gèrent tout, hein, les salles, les subventions, le matériel, tout. On est obligé de passer par eux. C'est pas toujours évident, travailler sur une commission des salles où il faut distribuer des créneaux d'heures de pratique. Donc tous les sports ont envie d'avoir un maximum de créneaux. Sauf que les gymnases ne sont pas extensibles, il y en a pas, on n'en crée pas un tous les ans. On s'aperçoit quand même que la pratique sportive évolue, que la pratique sportive, il y a de plus en plus de jeunes qui pratiquent du sport par rapport aux années 90. Donc les besoins en salle des associations sont plus nombreux. Cet engouement pour les sports se manifeste par la création de nombreuses associations qui, au fil des années 1980 à 2000, développent de nouvelles pratiques sportives plus dans l'air du temps. Les derniers équipements après la patinoire en 1991 seront l'anneau cycliste en 1993, la piscine en 1996 et le gymnase Jean Zay en 1997. C'est à partir du moment où le sport devient aisément accessible à tous, que les gens disposent de temps aussi pour le pratiquer, avec l'abaissement progressif du temps de travail, l'avènement d'une société de loisirs, en effet, le sport tel que nous le connaissons en 2017 prend forme tout simplement. L'importance du sport peut se mesurer par les effectifs mobilisés. En 2014, on compte plus de 4000 licenciés à l'Annester. Et par l'intermédiaire de copains, je fais la connaissance de Guy Aurel, de Ronnie Huel, qui me dirige vers le foyer laïque, puisque j'avais envie d'animer une activité boxe française que je pratiquais sur Paris. Et donc à partir de là, on a créé la section boxe française. Maintenant, il y a pas mal de... Maintenant, il y a pas mal de sections de sport et puis pas mal d'adhérents aussi, en ce moment. Je crois que c'est des chiffres comparables ou c'est mieux qu'avant? Je pense que c'est mieux qu'avant. C'est mieux qu'avant, parce que... je sais pas, on doit être aux 400, 450... 470, je crois. 470 licenciés quand même. Que j'ai toujours été sportif, je tiens ça de ma maman qui était animatrice dans les centres de loisirs. Et j'ai commencé par faire du cross, je faisais j'ai été à l'ASSU, c'est-à-dire dans les collèges aussi, l'athlétisme. J'ai fait du hockey sur patinoire, donc du patin à glace. Donc j'ai été animatrice de patin à glace à Patinoire Tuscorf pendant 11 ans, 12 ans. Vos chaussures, faites pas comme ça dehors dans la rue. Vous levez les pieds, ici c'est pareil, vous allez vous pencher en avant.
Non, je suis venue au kayak par mes enfants. C'est mes enfants qui ont commencé le kayak et moi avant je faisais plutôt de la natation. C'est difficile aujourd'hui, les sections, la majorité des sections sportives passent beaucoup de temps à entraîner les jeunes. La difficulté aussi à obtenir des dossiers, faire des dossiers de subventions font que les bénévoles sont pris par leur sport. Ils ont envie de développer leur activité. Souvent, ce sont des anciens compétiteurs qui viennent et qui reprennent le club et eux, ils sont centrés sur leur pratique. On apprend quand on fait des très très longues distances surtout. J'ai fait 2 fois le 177 km du golfe du Morbihan par exemple en 38 heures. Dimanche, on a été faire les foulées du pont du Bonhomme. Donc il y avait un 17 km et un 8 km. Et justement, les courses permettent à faire des petites distances, à ouvrir justement pour les femmes. Le 13 juillet, vous avez le semi-marathon de Lanester et le 10 km de Lanester. Tous les 13 juillet, ça fait 30 ans que l'association existe sur Lanester, justement. Cette année, de mémoire, le semi-marathon, entre le semi et le 10 km, nous avons eu plus de 500 personnes. Et sur le trail, il peut y avoir 200, 250 personnes. Il y a beaucoup de choses faites pour les enfants. Moi, les miens, bon, maintenant ils sont très grands, mais ils ont participé, ils ont fait de la gym, ils ont fait de la boxe, je les ai mis aussi aux activités un petit peu. Je trouve que Lanester aide beaucoup dans ce sens-là. Talons fesses, corde à sauter, chou, à gauche. Quand on passe d'une pratique pour les loisirs à une pratique scolaire ou compétitive de bon niveau, les exigences physiques, les contraintes, voire la signification de l'activité peuvent changer radicalement et attirer des publics différents. Dans notre société actuelle, la pratique de loisirs s'agrandit de jour en jour. La pratique du haut niveau, c'est compliqué, ça demande des efforts. Les jeunes n'ont plus forcément envie de faire ce qu'on faisait il y a 15-20 ans. Sur certains sports, il est évident qu'il faut qu'il y ait plus d'entraînement, des entraînements plus spécifiques sur des jeunes qui font de la compétition pour aller vers le haut niveau. C'est évident qu'on n'entraîne pas un jeune qui veut faire du haut niveau comme on entraîne un jeune qui va rester à un niveau départemental ou régional. C'est une évidence. Souvent, quelqu'un qui fait une pratique loisir fait plus de sport qu'un compétiteur parce qu'ils s'investissent sur plusieurs sports. Souvent, ils font de la course à pied, ils font du vélo et la pratique loisir, c'est pour nous plutôt, on l'appelle plus pratique loisir, on l'appelle pratique non compétitive. C'est-à-dire qu'ils s'entraînent quasiment de la même manière que les autres, mais ils n'ont pas l'envie d'aller faire de la compétition. Le dimanche matin, de plus en plus de personnes courent, font du footing ou du vélo. Aujourd'hui, les activités physiques, plus que le sport de compétition, se sont imposées comme une dimension naturelle de notre vie quotidienne. Les médias ont exercé un rôle de tout premier plan dans le conditionnement et la transformation du phénomène sportif. Journaux, radios et surtout télévision ont fait du sport un objet de grande consommation, grossissant les événements. Grady, c'est un Australien. J'ai rencontré des gens formidables, des gens qui sont investis. Quand on dit que les bénévoles ne sont pas investis, moi j'ai eu la preuve que si. Ils sont pleins d'enthousiasme encore. Ils ne sont pas tous
frustrés, c'est pas vrai. Ils ont vraiment envie toujours. C'est la difficulté de faire progresser leur sport et ils se sentent un peu bridés parfois, mais on est là, t'es là aussi pour les rassurer. Et moi, j'ai vécu des moments très très agréables. L'accroissement du temps libre et du niveau de vie a définitivement transformé le sport en un produit de masse. La télévision a contribué à modifier les habitudes vis-à-vis du spectacle sportif et à réduire la fréquentation dominicale dans les stades. Mais il faut aussi prendre en considération la concurrence des autres sports qui se sont considérablement développés. Les mutations sociales ont entraîné une modification des pratiques sportives dans le sens d'une ouverture toujours plus grande à de nouvelles disciplines.